Je doute fort que nous nous ressemblions, Monsieur White. Vous n'avez rien d'un homme prudent. Je suis resté 2 heures assis hier dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Je pense que ce quelqu'un, c'était vous. Ah là, vous me prenez pour quelqu'un d'autre, de toute évidence. J'en doute, très franchement. Monsieur, si vous voulez vous plaindre, je vous invite à le faire en ligne sur notre site web. Je me ferai un plaisir de vous donner l'adresse. My name is Jeff, and I'm addressing item number 8 regarding lead poisoning. I think if you guys finally want to address the heavy metal poisoning of kids, that's fantastic, Jim. Except instead of some Department of Public Health funding nonsense, how about you address the enormous elephant in the room? Geoengineering. Stratospheric aerosol injections, aka chemtrails. The deliberate heavy metal poisoning that gets sprayed in our San Diego skies almost every single day here. Aluminum, barium, strontium, lead, and who knows what type of smart dust and nanoparticulates. It is a slow poisoning operation being run on the people. Very similar to the depopulation shot you clowns deceived the people into accepting. Qu'est-ce qu'il a encore dit? C'est pas le moment d'avoir des secrets. There's a global cabal that's long been running this deliberate slow poisoning of the population. That's why there's fluoride in our water, Kathleen, and glyphosate in our food. All of this is going down on your watch. You're supposed to represent some 3.3 million people, right, Jim? You're not representing anyone. You're simply carrying out the bidding of this satanic entity. They offer the money and you carry out the crime. I don't know what I can say to help snap you out of it. I don't know. I think if you guys really realized what you've been responsible for, Joel, you'd shit yourselves. It's never too late to change course, though. You can be the ones to start the momentum of turning this ship around. Tell the World Economic Forum and the United Nations to go fuck themselves, Nora. Send the ARPA funds back. It's all blood money. If you're not in on it, you must be figuring that out by now, Helen. It's beyond time to wake up. Let's go. Ils savent qu'ils peuvent pas me baiser la gueule comme si j'étais n'importe qui, quoi. Nous avons entendu à 2 reprises aujourd'hui que 20 millions de vies ont été sauvées grâce à ces injections d'ARNM. Comment êtes-vous parvenu à ce chiffre? Et pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec ce comité toute la documentation disponible à l'appui de cette affirmation? Deuxièmement, en réponse à un de mes collègues, vous avez dit que l'EMA avait également mené des recherches indépendantes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec cette commission la documentation de toutes les recherches que vous avez pu mener en ce qui concerne les injections d'ARNM? Maintenant, mes 2 questions. Des questions très simples, j'espère que vous pourrez y répondre. Combien d'effets secondaires graves ont été signalés à l'EMA en ce qui concerne l'injection d'ARNM? Veuillez indiquer le nombre total ainsi que le rapport entre les cas signalés et les doses administrées. Deuxième question, combien de décès ont été signalés à l'EMA en rapport avec ces injections d'ARNM? Veuillez également indiquer le nombre total et le ratio de décès par dose administrée. Vous avez souligné à 2 reprises au cours de la session que vous donniez vos réponses à la population en ce qui concerne la sécurité de ces injections d'ARNM que vous avez pris très au sérieux. C'est ce que vous avez dit. Cela ne devrait donc pas être un problème pour vous de fournir les chiffres à ces questions très basiques, mais fondamentalement importantes que je viens de vous poser. Si vous ne pouvez pas et que vous me donnez des chiffres de tête, je devrais conclure que vous vous en fichez ou que vous travaillez toujours pour l'EFPIA, l'une des organisations de lobbying des plus grandes entreprises pharmaceutiques d'Europe. J'espère donc que vous pourrez répondre à mes questions. Je vous remercie. Rappelons-nous bien ce que nous avons fait. Rappelez-vous bien de ce que vous avez fait. Rappelons-nous tous collectivement que pendant 2 ans,
Je mets de côté un petit peu le premier confinement, parce que le premier confinement, on savait pas ce sur quoi on allait tomber. On voyait des images catastrophiques de Chine, et d'ailleurs, j'étais pas opposé à ce premier confinement. Mais sur les confinements qui ont suivi, sur les couvre-feux, sur le pass sanitaire, sur le pass vaccinal, je trouve que nous sommes allés à des niveaux de folie. Je rappelle, parce que je parle de folie, c'est un mot important, qu'on a désinfecté des plages. Très bien. Ne tenez pas compte de cette dernière remarque, Madame Anderson. Les gens ne peuvent pas citer tous ces chiffres comme ça de but en blanc. Ce n'est pas possible. Donc, vous devriez être en mesure de répondre à ces deux questions très basiques. Je ne dis pas que nous ne fournirons pas la réponse, mais vous ne pouvez pas avoir tous ces chiffres en tête. Cela est impossible. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Je sais des choses, et ce que je sais, ils savent pas que je le sais. On a désinfecté des plages à Cannes, hein, ouais. D'accord. On a mis des masques dans nos forêts aussi. On a mis des masques. Ah oui, on est allé espionner les gens par drone. Par drone. On a eu un Père Noël à la mairie. J'ai partagé cette vidéo incroyable sur mon compte Twitter il y a quelques jours. Je l'ai retrouvée, qui s'adressait aux enfants en leur disant portez bien votre masque, et en plus à l'extérieur. On avait des policiers qui, j'utilise le mot alléchant, traquaient les randonneurs qui avaient l'imprudence, alors qu'il n'y avait personne à 1 kilomètre à la ronde, de ne pas avoir leur masque correctement, ou même pas leur masque du tout. Mon Dieu, quelle horreur! Je vous donne donc la parole pour donner les réponses que vous avez et toutes les autres réponses que nous ferons par écrit. Nous le ferons par écrit. La question est de savoir si nous pouvons obtenir les réponses ou non. Ce n'est pas comme si nous étions à une sorte d'examen. Pourquoi ne pas la laisser décider elle-même si oui ou non elle peut répondre à la question? C'est ridicule. Peu m'importe que vous l'ayez fait ou pas. En fait, ça ne change rien pour moi. Oui, je sais. Je suis ici pour vous défendre. Ok? Ok. Vous vous demandez si je suis coupable ou innocent. Eh bien... Nous avons publié 52 rapports mensuels sur les effets secondaires des vaccins depuis le début de la pandémie. Des rapports mensuels. Nous ne publions pas les rapports périodiques sur la sécurité. Mais nous envisageons de le faire, mais c'est une question de ressources. Nous avons publié 52 rapports mensuels. Tous les mois, pendant 52 mois, nous avons publié un rapport contenant tous les chiffres sur le nombre de vaccinations, le nombre d'effets secondaires, le nombre de décès, le nombre de tout nouvelle. Tu crois pas qu'ils le savent déjà? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que ce sont des pauvres cons? Non, j'ai pas dit ça. Événement survenu, tout ce qui est survenu. Notre commission de pharmacovigilance a examiné et décidé s'il fallait ou non modifier la notice. Nous avons mené des enquêtes sur un certain nombre d'effets secondaires potentiellement liés au vaccin. Certains d'entre eux se sont avérés, d'autres non. Ah, c'est bon. Je suis super calme. Super calme. Je suis calme. Les estimations de 20 millions de décès, ce chiffre n'est pas le nôtre. Il s'agit d'un chiffre mondial. Je trouverai les études et les références qui fournissent ces informations. Madame Cook, merci beaucoup. Je dois corriger, c'est 50 rapports en 2 ans. Et aussi que les 20 millions de vies sauvées le sont grâce à tous les vaccins et pas seulement au vaccin ARNM. Mais je ne l'ai pas dit. Oui, c'est grâce à tous les vaccins. Donc oui, nous pouvons le dire maintenant, moi je l'ai toujours dit, mais je vous le redis, nous avons vécu une période folle et une période
dangereuse pour la période qu'on a vécue, mais aussi pour l'avenir, parce que ça veut dire qu'on a réussi à mettre autant de libertés fondamentales, autant de libertés individuelles sous cloche. Mais vous les avez recouvrées aujourd'hui. Oui, mais c'est ça la démocratie. Mais alors justement, pardon. Oui, mais alors là, vous allez me faire regretter mes propos. Je trouve qu'on aurait pu tout à fait jouer autrement. Je prends toujours cet exemple. La Suède n'a absolument pas eu cette attitude. On a ce bilan aujourd'hui pour la Suède. Elle a moins de morts. Moins de morts. Il n'y a pas de proportionnellement. Je dis Putain de merde, t'as vu ça, regarde! Saloperie! Le président qui nomme le gouvernement a été élu par la nation et par conséquent d'extraordinaire gravité. Et alors dans ce cas-là, le président qui a la charge d'assurer la continuité de l'État a aussi les moyens de le faire, puisqu'il peut recourir à la nation pour trancher le litige, soit par voie de référendum, soit par la voie des élections, soit par les deux. Il y a toujours chez nous une issue démocratique. Le pouvoir appartient à celui qui peut décréter l'état d'urgence. La sentence du grand juriste allemand Carl Schmitt au début du siècle dernier ne souffre pas de contestation. En France, c'était l'article 16. Dans d'autres constitutions et dans d'autres États européens, ce sont d'autres procédures. Mais il est clair que celui qui est capable de décider l'état d'urgence, le confinement de la population, l'interdiction des mouvements de population, l'interdiction d'entrer ou de sortir des frontières, etc., etc., c'est bien lui qui détient le pouvoir suprême. Eh bien, ce pouvoir suprême est en train d'être enlevé à nos gouvernements, il est en train d'être enlevé à nos démocraties, il est en train de sortir du cadre de nos constitutions, en raison du coup d'État invisible que vient de perpétrer l'Organisation mondiale de la santé, WHO. Que s'est-il passé? L'Europe vient de ratifier, d'autres pays s'apprêtent à le faire, une mainmise de l'Organisation mondiale de la santé sur la déclaration de pandémie, sur le confinement et l'isolement des populations sujettes possibles à cette pandémie, et le pouvoir à peu près absolu de l'Organisation mondiale de la santé sur la décision de vaccination forcée des populations, sur la décision d'organiser des passeports vaccinaux qui permettront ou qui interdiront le mouvement des personnes selon qu'elles aient été vaccinées ou pas. Bref, l'OMS a réalisé un coup d'État sur la santé de la population mondiale. Elle est en train de décider que l'OMS jugera seule, en dehors des ministères de la Santé et en dehors des gouvernements de l'état de pandémie. Bref, l'OMS est susceptible de décréter l'état d'urgence. Cela se traduit très concrètement par la capacité de l'OMS d'isoler un pays du reste du monde, par la capacité de l'OMS de supprimer les libertés publiques et les libertés individuelles, mais aussi par la capacité de l'OMS de décréter qu'un vaccin, hors test nécessaire, hors période de validation imposée par les lois, sera d'ordre public et que la vaccination sera obligatoire pour une population déterminée. On le voit bien, c'est la capacité donnée à l'OMS de mettre un pays hors du monde. C'est la capacité à l'OMS de prendre le contrôle total d'une population. C'est aussi la capacité donnée à l'OMS de financer pratiquement sans limite Big Pharma et de financer tous ceux qui se prêteront à ce coup d'État invisible. Tout simplement parce que l'OMS vient de décider que 5% au moins des budgets de la santé de tous les pays qui adhéreront à cette charte devront être livrés à l'OMS. En dehors du coup d'État, c'est un véritable hold-up sur l'argent de la santé, de notre santé qui a lieu. Les Français et les Européens doivent se mobiliser pour refuser ce coup d'État, pour refuser la mainmise d'une organisation non démocratique, non élue, non contrôlée par le gouvernement sur la santé publique. Non, l'OMS n'a pas la capacité de décider de l'état d'urgence. Non, l'OMS ne peut pas acquérir le pouvoir que seul un État et un gouvernement démocratiquement désignés peuvent avoir. Et je pose la question aux Français, le fait que le bon docteur Salomon, l'un des coupables de la gestion catastrophique de la pandémie de Covid-19 en France, ait été nommé l'un des dirigeants de l'OMS, est-il de nature à rassurer sur la gouvernance de cette institution, hors sol, hors démocratie et hors contrôle? Poutine et Erdogan
sont traités de la même façon par les médias aux ordres, médias américains et occidentaux, que De Gaulle dans les années 60. Ah oui, c'est très juste. C'est très frappant. Que De Gaulle. C'est très frappant. Oui, en effet. Ils sont traités de la même façon. De Gaulle défendait les Français, défendait les intérêts français. Pour les Américains, c'était inadmissible. La France devait... nous sommes leurs esclaves ou de leurs multinationales. Et Macron est en train de vendre ce qui reste. J'ai lu votre proposition de loi où il exposait des motifs. Et alors, il y a une phrase extraordinaire qui mérite d'être soulignée. Compte tenu de l'importance de ces deux emblèmes dans notre histoire collective et afin de renforcer l'unité de la pratique du pavoisement, etc. En fait, vous mettez sur un pied d'égalité le drapeau tricolore, qui est le linceul de nos morts pour la France, qui est nourri du sang des Français, d'une histoire millénaire, des révolutions, du drapeau du tableau de Delacroix, des déportés, des résistants. Vous osez comparer ce drapeau, cet emblème, au drapeau d'une organisation internationale qui a été refusée par référendum, par une majorité de Français. D'un côté, le sang des Français, de l'autre, le non populaire. Et vous voulez l'imposer ? Moi, j'ai envie simplement de vous lire un article bien mieux rédigé que le verbiage de cette proposition de loi. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, c'est clair, précis. C'est notre Constitution. Alors, osez changer la Constitution. Osez changer la Constitution plutôt que d'avancer masqué. Parce qu'en vérité, c'est beaucoup plus grave. C'est la volonté de déconstruire notre histoire, c'est la volonté de remplacer la démocratie française par une organisation supranationale non démocratique. C'est ça la réalité de ce petit coup minable que vous faites ce soir. Quel cambriole burger! Oh mince, ils volent tous les hamburgers! Espèce de... Tu vas voir, ordure! Oh merde! Il ne fait que jouer un rôle. Arrêtez! Arrêtez! Il est déjà mort! Non! Lâchez-moi! Je vous remercie. On m'a prévenu que l'homme que je devais normalement rencontrer était extrêmement prudent. Vous manquez de discernement. Et on applaudit qu'on style le clown. J'ai un bracelet avec mon globe sanguin dessus. Oh. Les causes des migrations de masse que l'Europe subit depuis 2011 sont toujours habilement dissimulées par le système et présentées comme inévitables par la propagande multiculturelle. Ce qu'ils veulent présenter comme un phénomène inévitable et spontané est en réalité un plan délibéré à long terme visant à détruire le visage du continent européen. L'un des principaux initiateurs du processus d'intégration européenne est l'homme qui a conçu le plan de génocide des peuples d'Europe. L'élite le considère comme le fondateur de l'Union européenne. Il s'appelle Richard Coudenhove-Kalergi. Son père était un diplomate autrichien nommé Heinrich von Coudenhove-Kalergi, lié à la famille byzantine des Kalergi, et à sa mère, la japonaise Mitsu Aoyama. En 1922, il fonde à Vienne le mouvement pan-européen qui vise à créer un nouvel ordre mondial fondé sur une fédération des nations dirigée par les États-Unis. L'intégration européenne serait la première étape de la création d'un gouvernement mondial. Parmi les premiers partisans, on trouve les hommes politiques tchèques Thomas Masaryk et Edward Benes, ainsi que le banquier Max Warburg, qui a investi les premiers 60 000 marks. Le chancelier autrichien Ignaz Sieperl et le prochain président de l'Autriche Karl Renner ont pris la responsabilité de diriger le mouvement pan-européen. Plus tard, des hommes politiques français tels que Léon Blum, Aristide Briand ou Alcide de Gasperi se joignent au mouvement. Avec la montée du fascisme en Europe, le projet a été suspendu, mais après la Seconde Guerre mondiale, grâce au soutien de Winston Churchill, de la loge maçonnique juive Pinat Bray et de grands journaux comme le New York Times, le plan a été accepté par le gouvernement des États-Unis. La CIA a ensuite entrepris de mener le projet à son terme. Dans son livre « Praktischer Idealismus », Kalergi indique que les habitants des futurs États-Unis d'Europe ne seront pas les peuples du vieux continent, mais des produits du métissage. Il affirme clairement que les peuples d'Europe devraient se métisser avec les Asiatiques et les races de couleur, créant ainsi un troupeau multinational sans qualité et facilement contrôlable par l'élite dirigeante.
Kalergi élimine la notion de nation et d'autodétermination en recourant aux mouvements séparatistes ethniques et aux migrations de masse. Pour que l'Europe soit contrôlée par une élite, il veut transformer les gens en une race mixte, homogène de noirs, de blancs et d'asiatiques. Mais qui est cette élite? Kalergi est particulièrement éclairant à ce sujet. L'homme de demain sera métis. Les races et les classes d'aujourd'hui disparaîtront progressivement en raison de l'élimination de l'espace, du temps et des préjugés. La race eurasienne négroïde de l'avenir, semblable en apparence aux anciens Égyptiens, remplacera la diversité des peuples et la diversité des individus. Au lieu de détruire le judaïsme européen, l'Europe, contre son gré, a raffiné et éduqué ce peuple, le conduisant à son futur statut de nation de premier plan, grâce à ce processus d'évolution artificielle. Il n'est point surprenant que les personnes qui se sont échappées du ghetto-prison soient devenues la noblesse spirituelle de l'Europe. Ainsi, la compassion de l'Europe a créé une nouvelle race d'aristocrates. C'est ce qui s'est produit lorsque l'aristocratie féodale européenne s'est effondrée à cause de l'émancipation des Juifs grâce aux mesures prises par la Révolution française. Bien qu'aucun manuel ne mentionne Kalergi, ces idées sont les principes directeurs de l'Union européenne. La croyance selon laquelle les peuples d'Europe devraient être mélangés avec des Africains et des Asiatiques pour détruire notre identité et créer une seule race métisse est à la base de toutes les politiques communautaires visant à protéger les minorités. Non pas pour des raisons humanitaires, mais en raison des directives émises par le régime impitoyable qui machine le plus grand génocide de l'histoire. Le prix européen Coudenhove Kalergi est décerné tous les 2 ans à des Européens qui ont excellé dans la promotion de ce projet criminel. Parmi les lauréats de ce prix figurent Angela Merkel et Herman Van Rompuy. L'incitation au génocide est également à la base des appels constants des Nations Unies qui exigent que nous acceptions des millions d'immigrants pour remédier au faible taux de natalité de l'Union européenne. Selon un rapport publié en janvier 2000 dans la revue Population Division des Nations Unies à New York sous le titre « Immigration de remplacement, une solution à la population déclinante et vieillissante », l'Europe aura besoin de 159 millions d'immigrés d'ici 2025. On se demande comment on peut estimer l'immigration avec une telle précision s'il ne s'agit pas d'un plan prémédité. Il est certain que le faible taux de natalité pourrait facilement être inversé avec des mesures appropriées pour soutenir les familles. Il est tout aussi clair que ce n'est pas l'apport de gènes étrangers qui protège notre patrimoine génétique, mais c'est celui qui permet leur disparition. Ces mesures ont pour seul but de dénaturer complètement notre peuple, d'en faire un ensemble de personnes sans cohésion nationale, historique et culturelle. En bref, les politiques du plan Kalergi étaient et sont toujours à la base des politiques gouvernementales officielles visant au génocide des peuples d'Europe par le biais de l'immigration de masse. Brock Ishlom, ancien directeur de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré « Ce que les gens doivent faire partout, c'est limiter les taux de natalité et promouvoir les mariages mixtes, entre parenthèses, entre différentes races. Ceci afin de créer une seule race dans un monde qui sera dirigé par une autorité centrale. Si nous regardons tout autour de nous, le plan Kalergi semble se réaliser pleinement. Nous sommes confrontés à la fusion de l'Europe avec le tiers-monde. Le fléau des mariages interraciaux produit chaque année des milliers de jeunes métis, les enfants de Kalergi. Sous la double pression de la désinformation et de la sidération humanitaire promue par les médias mainstream, on apprend aux Européens à renoncer à leurs origines, à leur identité nationale, raciale et culturelle. Les serviteurs de la mondialisation tentent de nous convaincre que renier notre identité est un acte progressiste et humanitaire, que le racisme est une erreur. Il est plus que jamais nécessaire de contrer les mensonges du système, de réveiller l'esprit révolutionnaire des Européens. Chacun doit voir cette vérité, que l'intégration européenne est un génocide. Nous n'avons pas d'autre choix. L'alternative. One thing I should say, I know this is called the World Government Summit, but I think we should be maybe a little bit concerned about actually becoming too much of a single world government. If I may say, that we want to avoid creating a civilizational risk by having, frankly, this may sound a little odd, too much cooperation between governments. If you look at, say, at history and the rise and fall of civilizations, that really all throughout history, civilizations have risen and fallen, but it hasn't meant the doom of humanity as a whole, because there've been all these separate civilizations that were separated by great distances, and so, say like while Rome was falling, Islam was rising, and so you had like the sort of caliphate doing incredibly well while Rome was doing terribly.
and that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific advancements. And so, so I think we want to be a little bit cautious about being too much of a single civilization, because if we are too much of a single civilization, then if the whole thing may collapse. I'm obviously not suggesting war or anything like that, but I think we want to be a little bit wary of actually cooperating too much. It sounds a little odd, but we want to have some amount of civilizational diversity such that if something does go wrong with some part of civilization, that the whole thing doesn't collapse, and you know, humanity keeps moving forward. Andrologue, et je suis président de l'Académie mondiale de technologie biomédicale, fondée à Paris en 1997 sous l'égide de l'UNESCO. Je suis président exécutif. En plus, je suis expert en nanotechnologie. J'étais professeur en micro et nanotechnologie à la Aston University à Birmingham et après à la Brunel University à Londres. Et j'ai eu la chaire de nanomédecine à la Amity University à New Delhi. La première chaire de nanomédecine en Inde donnée à une personne qui n'est pas indienne. Question, le SARS-CoV-2, oui, qui est à l'origine de la Covid-19, est-il une arme, on peut dire, de destruction massive? Oui, il était un virus recombinant chimérique créé en laboratoire, qui n'existait pas en nature, et qui a toutes les caractéristiques d'être défini comme arme biologique. C'est un virus stealth, comme il s'appelle, c'est-à-dire furtif, qui entre dans les tissus, après se multiplie, etc. Et là, ces protéines spike qui étaient totalement modifiées, protéines spike qui venaient du pangolin, qui étaient totalement modifiées pour devenir une arme toxique en soi-même. C'est-à-dire, vous pouvez injecter le virus et avoir une virose spécifique pour l'homme, parce qu'il a la spécificité sur les AC2, sur les récepteurs humains, Et deuxième, il a la spike protein qui a été modifiée, qui a 4 composantes qui sont toutes toxiques pour l'être humain. Donc, il a le récepteur bind domain pour les prions, donc pour avoir les maladies à prions. Le récepteur bind domain neurotoxicité qui viennent dans les neuropeptides toxiques du cobra asiatique. Il a le site clivage de la furine humaine qui est une protéase qu'il est à l'intérieur, etc. Ils sont plusieurs composantes. Donc, pratiquement comme si vous avez un B-52 sur lequel vous avez chargé une bombe atomique. Qui a fabriqué ce virus? Alors, ce virus a été fabriqué avec la coopération internationale dans le laboratoire Wuhan, qui était un laboratoire international créé sous l'égide de l'OMS. L'OMS était responsable de ce laboratoire, pas uniquement la Chine, avec la coopération des Américains et les Chinois, qui est un accord géopolitique, si vous voulez, sous ce point de vue, avec une présence importante des militaires chinois localement et des militaires américains du Pentagone aux États-Unis qui travaillaient sur le même domaine, avec une couverture des Nations Unies, de l'OMS, à travers la EcoHealth Alliance, qui était cette compagnie, cette NGO américaine, qui pouvait de cette façon donner l'argent en Chine, entrer en Chine tranquillement, parce qu'il était sous l'égide des Nations Unies. La EcoHealth Alliance, dirigée par Peter Daszak, était depuis longtemps une compagnie, un subcontracteur du Pentagone. Dans les derniers 5 ans, il a reçu 40 millions de dollars par le Pentagone et 70 millions de dollars par USAID pour le travail dans les pays asiatiques. Donc c'était une grande opération militaire qu'il a créée, il a créé une espèce de compétition entre les Chinois et les Américains, les militaires ou non, et après il a mis en compétition tous les deux. Et était une histoire de spy story, it's a spy story. Non, chacun contrôlait l'autre dans cet endroit qui était protégé. Et à un certain moment,
l'administration américaine actuelle démocratique décide de faire tomber Xi Jinping parce qu'il avait pris l'accord avec Trump pour le commerce, 80% de l'accord sur le commerce. Donc, l'administration démocratique n'accepte pas ça. Ils font le clash sous Wuhan, ils sortent le virus. La faute sera de la Chine, de cette pandémie mondiale. Donc, Xi Jinping sera obligé à démissionner. Et donc, une nouvelle élite chinoise, il va sortir, c'est l'élite de l'ancien président chinois de l'époque qui était Jiming et Juntao after, qui va prendre la relève, et ils sont très pro-américains et très pro-économie libérale, etc., pas néo-maoïste. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, plus personne ne cherche à savoir l'origine du virus? Il n'intéresse à personne parce que tout le monde occidental a couvert l'histoire de Wuhan. Tous les grandes économies occidentales, les Anglais, les Français, les Canadiens, les Australiens, les Américains, ils l'ont couvert, qui travaillaient ensemble, tout ensemble, à Wuhan pour faire des armes biologiques. Donc, ils ne pouvaient pas dire ça. Ils ont essayé de trouver une solution, d'imposer une solution qui était la solution américaine militaire de cet vaccin, qui ne sont pas des vaccins à RNA messager, qui avait une activité temporaire de 3 mois, maximum 6 mois. Et comment dire, vous injectez un virus d'un pays que vous voulez conquérir, tout le monde tombe malade, il arrive votre militaire qui sont immunisés par un vaccin qui dure 3 mois, 6 mois maximum. Donc comme ça, votre guerre est gagnée. Après, qui les militaires meurent, aucune personne ne se préoccupe, ça c'est les casualties dans les guerres, non? C'est pas important. La chose qui n'a pas marché est que les grandes boîtes de Big Pharma ont promis au monde politique qu'il avait des solutions soutenables, massives, permanentes de ce vaccin, et ils sont trompés. Ils sont trompés. Cette recherche, il avait dit même Montagnier, cette recherche sur les produits RNA messagers n'est pas mûre pour être utilisée sans risque sur les êtres humains. Mais pour Big Pharma, c'était important de faire un essai mondial sur large échelle. Ils ont montré que quand même la population mondiale peut supporter une recherche, un impact de ce type-là sur la phase 3, parce que quand vous voyez entre 13 et 18 millions de personnes qui sont mortes pour la SARS-2 dans le monde, sous, je ne sais pas, 2-3 milliards de personnes qui ont été vaccinées, c'est 1%. Donc c'est rien. Sur le plan, c'est important pour les personnes, mais c'est rien sur le plan du schéma global. Donc ils ont montré qu'ils pouvaient quand même utiliser ces produits. Ils ont montré une autre chose, que ces produits RNA messagers avec la transcriptase inverse ont une action sur le DNA. Donc, ils ont ouvert la porte à toute une génération de nouveaux médicaments qui peuvent agir sur le DNA humain. Donc, sur le génome humain, le modifier, le moduler. Et c'est ça qu'ils voulaient, les Big Pharma, ils voulaient ça. Ils veulent médicaliser tout le monde, mettre en dépression immunitaire tout le monde, de façon que tu as besoin d'avoir leurs produits. Et c'est la chose qu'on a commencé plusieurs années dernières, quand on a commencé à faire les campagnes de déplétion de la vitamine D, D3, qui est la vitamine qui est responsable de l'immunité naturelle, qui soutient l'immunité naturelle. Dans le monde occidental, il y a une dépression importante de la vitamine D3, et que les autres pays n'ont pas parce qu'ils n'ont pas cette invasion, etc. Et donc, ils ont trouvé tous les pays qui n'étaient pas protégés. Nous avons mesuré, notre équipe a mesuré dans des régions comme l'Umbria, en Italie, dans le centre de l'Italie, toutes les personnes, vax, non-vax, etc., le niveau de vitamine D3. Donc, vous avez vu, déjà sur les Novax, la moitié des Novax, il avait un niveau de vitamine D3 bas.
Nous avons mis toutes ces personnes sous traitement avec vitamine D3 avec le professeur David Anderson, qui est grand expert, c'est anglais, un grand endocrinologue à la retraite anglais, qui avait découvert l'action de la vitamine D3 sur l'immunité naturelle. Donc, nous avons monté l'immunité naturelle de ces personnes. Aucune personne Novax est tombée malade avec les traitements de vitamine D3. Il faut aller au-dessus de 50 000 unités. Et sous les vax, par contre, qui ont les effets collatéraux, nous avons mis un supplément de vitamine D3 pour permettre à eux de bien compenser les effets collatéraux, parce qu'avec tous ces médicaments, après la 3e dose, vous en commencez à avoir une réduction des défenses immunitaires naturelles. Et un clivage, un virage de IgG3 en IgG4. C'est les anticorps qui forment le corps. Donc, les IgG3 sont les anticorps qui combattent les immunogènes. Les IgG4, par contre, sont allergisants. Donc, il y a un shift quand même de votre pattern immunitaire, une autre direction que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il peut donner dans le temps. Donc, ça, c'est dramatique. Ils sont tellement de publications maintenant au niveau international, avec référé, toutes les choses que vous voulez. C'est un grand problème. C'est un acte criminel mondial qui a été créé. Il est une tricherie mondiale parce que toutes ces grandes compagnies ont gagné de l'argent fou, de ce point de vue. Ils ont obligé les pays à accepter les contrats et d'acheter les produits, même si ce n'était pas nécessaire, tous ces produits. Il y a une grande responsabilité en Europe de la Commission européenne, de la von der Leyen, qui doit être mis en face d'un tribunal. La von der Leyen doit être condamnée, non seulement pour les conflits d'intérêts, mais parce qu'il a signé un contrat qu'il ne pouvait pas signer avec Pfizer et Moderna, ne pouvait pas signer le contrat de recherche et développement dans le contrat pour Pfizer, qui veut dire que la Commission européenne payait Pfizer pour faire la recherche, pour avoir le vaccin final, etc. Il a créé un contrat uniquement commercial avec Moderna, qui n'a jamais eu une usine de fabrication des produits. Moderna, il avait donné à Pfizer le droit de fabriquer ses produits pour elle-même. Donc, actuellement, nous découvrons tout ça parce que le Pentagone, il avait donné à Moderna un certain nombre de brevets qui regardaient les potentiels médicaments à RNA messager. Une centaine de brevets. Il a créé Moderna, cette boîte vide. Après, Moderna, il s'est enrichi des brevets de Biomérieux, qui a ramené à travers Stephen Bancel, leur ancien CEO, plus de 37 brevets qui regardaient les médicaments à RNA messager qui devaient bloquer les gènes qui protègent, qui réparent le DNA humain, parce qu'il avait ça. 2016. Après Moderna, qui ne produisait rien, il avait uniquement ses boîtes, il se met d'accord avec Pfizer pour dire, OK, vous fabriquez aussi pour nous, nous vous donnons une exclusivité pour certains brevets, et vous distribuez tout le monde, et vous nous payez. Alors, pourquoi nous savons ça aujourd'hui? Parce que le Pentagone a demandé à Moderna d'être payé pour toute l'exploitation de ces brevets. Moderna a demandé à Pfizer d'être payé pour l'exploitation, et Pfizer n'a pas encore payé. Donc, aux États-Unis, ils sont allés au tribunal. Alors, donc, nous avons une idée très claire de toute la mécanique. C'était un typique mécanisme américain. Tu crées un besoin, c'est-à-dire tu crées la maladie, et tu as la solution. Ça, c'est business mécanisme. Et toute l'histoire du Covid-2 naît avec ce système aux États-Unis. N'est-ce pas c'était une histoire bien conçue. En 2004, ils sont les brevets de Ralph Baric et Mark Dennison, les deux chercheurs américains, etc., non seulement sur la transcriptase inversée de virus, etc., mais sur les vaccins aussi, dans le même temps. C'est-à-dire, en 2004, il avait déjà les solutions. Tout payé par le Pentagone derrière, donc ça devient un grand problème
sur le plan international, comme il est possible que le Pentagone utilise l'NIH pour faire des actions au niveau international, échappant à la moratoria d'Obama 2014-2017, non? Donc, sans compter la loi américaine. Là c'est tout hors loi qui était fait. Ils vont faire tout ça en Chine, parce que la Chine aussi n'a jamais signé le traité contre les armes biologiques et toxicologiques, pour l'idée, ok, nous partageons le marché des vaccins, n'importe quel type de vaccin, vaccin coronavirus, sur les animaux, etc. Le moment où la tension politique aux États-Unis arrive au maximum, donc Trump est en train de rattraper le retard et d'avoir l'accord à 80% commercial avec Xi Jinping, l'actuelle administration américaine décide de manipuler les élections aux États-Unis, mais dans le même temps de créer un événement, un désastre en Chine pour faire tomber cette administration chinoise qui est d'accord avec les républicains et pas avec les démocrates. Ça, c'est l'histoire vraie. Après, si quelqu'un pense qu'il soit en science-fiction, je suis un opérateur international de santé. Donc, je travaille sur le Knowledge Technological Transfer d'un pays développé à un pays en voie de développement. Comme président de l'Académie mondiale, je fais depuis 20 ans. Donc, pour faire ça, quand vous travaillez pour transférer une technologie biomédicale d'avant-garde dans les pays en voie de développement, ou dans des pays qui sont un peu dans la liste rouge, si vous voulez, Iran, etc., même Israël, etc., vous devez travailler avec les services d'intelligence au niveau international. Donc, vous avez accès à toute une série de données, de documents, qui ne sont pas secrets dans le sens, il n'y a rien, mais qu'il représente et il indique différents scénarios possibles, y compris les scénarios des guerres biologiques. Super. Et donc, la dénonce que nous avons faite à la Cour internationale de La Hague était sur le crime biologique. Nous avons défini ça, biocrime. Parce que le crime naît au moment où vous créez quelque chose dans le laboratoire. Et comme Oppenheimer, quand il a créé la bombe atomique dans le laboratoire, il savait qu'est-ce qu'il était en train de créer. Donc, il est coupable comme le gouvernement qui après a lancé la bombe sur Nagasaki et Hiroshima. Il a la même responsabilité parce que tu sais qu'est-ce que tu fais. Alors, quand vous voyez à Wuhan, qui sont 10 ans de travail pour créer tous ces recombinants chimériques, avec un accord international de tout le monde qui était là, les personnes savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils créaient des armes biologiques, même potentiellement. Ils disent, OK, mais à la fin, nous pouvons trouver un vaccin. Oui, mais nous parlons de virus qui n'existent pas en nature. C'est ça. La clé est ça. Je suis bien d'accord, tu viens chercher des virus dans la nature étrange, dans l'Arctique, toutes les choses que tu veux. Tu dis, bon, potentiellement, ils peuvent être dangereux, donc il faut en commencer à l'étudier. Parfait. Mais là, tu crées des armes biologiques en laboratoire, des chimériques recombinants qui sont pathogènes pour les cellules humaines. Et tu démontres ça et tu publies ça. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, c'est un crime biologique. Donc, nous voulons que la Cour reconnaisse le crime biologique, parce qu'avant d'aller à Nuremberg, à 2, là, c'est le crime, la health crime. Tu as créé un crime biologique dans le laboratoire, parce que tu as fait le projet, le dessin, tu as publié, tu as créé de nouvelles variantes, toujours plus pathogènes, etc. Après, il est échappé. Nous ne savons pas, nous ne voulons pas entrer trop dans les détails, peut-être un sabotage, peut-être totalement casuel, etc. Et après, ils sont les morts. S'ils sont les morts, et vous avez des morts, 1 million, 2 millions, 5 millions, etc., là, c'est un health crime parce qu'ils sont les morts. Donc, ce sont 2 phases, et nous avons demandé à la Cour, vous devez définir ça. Parce que dans le traité de Rome, n'est pas défini ça. Il parle de crimes contre l'humanité. Mais quand vous parlez de crimes contre l'humanité, ils ne définissent pas. Moi, j'ai dit, mais si je mets un adjectif derrière, biocrime, health crime, OK? Tu me dois répondre. Tu ne peux pas échapper à ça. Et si tu ne fais pas ça, moi j'appelle directement les Nations Unies parce que je suis un NGO des Nations Unies. Donc je vais envoyer un livre blanc à toutes les délégations des Nations Unies pour expliquer actuellement
nous avons un problème. Ils sont uniquement les Américains ont créé plus de 350 laboratoires de biotechnologie duale dans toute l'Asie. Plus les 34 en Ukraine, plus les autres dans des autres pays. Il faut arrêter ça. C'est pas possible. Ça, le risque, le déterrent nucléaire est contrôlable parce qu'ils sont les traités, de toute façon, et pas tous les pays ils ont accès à ça. Le déterrent biologique, vous ne pouvez pas le contrôler parce que quand un virus, même synthétique, est introduit en nature, il fait qu'est-ce qu'il veut. Il est totalement autonome, il communique avec les autres virus, c'est la chose qu'il disait Perron et les autres, mais je l'avais mis dans mon livre aussi. Les virus communiquent entre eux. Et communiquent entre eux dans le sens, ils se changent, non, ils sont les variantes, etc. pour dire, bon, qu'est-ce que nous faisons ce corps-là, de toutes ces cellules? Si nous tuons toutes les cellules, nous mourrons aussi. Donc, il faut gérer ça. Alors, ils changent les variantes de façon à avoir des pics de variantes très virulents et après des variants qui sont très contagieuses, mais très peu virulents. Et c'est la chose qui se passe dans le corps humain même. Parce que nous avons vu dans les patients avec le SARS-CoV-2, il y était des patients suivis par un an qui faisaient plusieurs poussées de SARS-CoV-2 et ils ont développé dans un an plus de 20 variants différents dans le même corps. Alors, ces 20 variants sont différents subclusters de population de virus, mais de la même famille, qui communiquent entre eux, disent oh, attends, tu restes là, tu restes calme parce que je dois bouffer dans notre endroit, etc. Ça passe comme ça. Ils sont intelligents. Parce que les personnes ne comprennent pas. Un DNA, un RNA, non, c'est le matériel génétique. C'est une molécule intelligente. C'est un système intelligent. L'intelligence artificielle que nous disons, même la synthétique, est là. Nous avons un monde de numérique. Nous avons le numérique entre nous-mêmes. Donc, nous n'avons pas besoin d'être conditionnés par l'extérieur. Parce que tout notre cellule, nous avons 3 trillions de bactéries et virus dans notre corps. C'est-à-dire, nous vivons en symbiose avec tout ça. Et tout ça est numérique biologique. Donc, c'est formidable. Donc, nous sommes uniques sur ce planète, nous sommes capables de gérer tout ce monde qu'il y a à l'intérieur de nous et de trouver une symbiose, etc. Si vous essayez d'altérer ce système en faisant les apprentis sorciers, vous ne savez pas où vous arrivez. Luc Montagnier a sacrifié sa vie pour ça, pour la vérité et pour l'intégrité des personnes qui travaillent dans la recherche pour l'être humain. Et j'ai un héritage moral, comme avec lui, comme en face de Alain Pompidou, d'autres personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et je désire regarder mon fils qui a 24 ans, qui est ingénieur, jeune, sans avoir honte de moi-même. Donc, ça, c'est le message de la nouvelle génération. La recherche est libre. Ils sont toujours les aspects négatifs et positifs de la recherche. Mais après, la gestion de la recherche, l'implémentation de la recherche est un choix lié à une éthique de gouvernance de la société et des valeurs de la société et du respect de l'humanité. Si nous perdons ça, nous ne sommes plus des êtres humains. Nous pouvons nous tuer tous les jours, n'importe quelle façon. Alors, je ne suis pas d'accord sur ça, je ne serai jamais d'accord sur ça. Well, Senator Grassley and I received a tip on a whistleblower. Senator Grassley was the lead in this. We reviewed documents from the legally protected whistleblower, highly credible whistleblower that would implicate Joe Biden in a pay-for-play scheme, in trying to set up a deal to receive funds to he and his family in exchange for foreign policy decisions. Now, that fits a pattern, Maria, of what we've seen with these bank records. And on Wednesday, we're going to present to the American people all the information that we've received thus far pertaining to bank records. We're going to disclose many of the different LLCs, many of the different transactions that all these different Biden family members have gotten from our adversaries around the world. Now, we don't believe this was just a coincidence that all these Biden family members were receiving
money from this web of LLCs into their personal bank accounts. We believe this was done in exchange for something that then Vice President Biden and now President Biden would have done. My message to the Department of Justice is very loud and clear. Do not indict Hunter Biden before Wednesday, when you have the opportunity to see the evidence that the House Oversight Committee will produce. Obviously, the president's son's committed many crimes. I mean, you're looking at potential money laundering. Jonathan Turley comes on Fox all the time and talks about he was essentially a foreign agent for countries like China. He's an unregistered foreign agent. Those are serious crimes. You've got the possible racketeering. I mean, the list goes on and on and on. And again, Maria, it's not just the president's son. And we don't believe these countries were paying the Biden family for nothing. We believe they were getting a return on their investment, and the return on the investment would have been policy decisions for then Vice President Joe Biden and current President Joe Biden. I did want to ask you if you could explain what you think happened to Damar. I think Damar Hamlin should explain it, don't you think? I mean, your vaccination status is obviously like my business now. All of a sudden, it's unprecedented, never happened before, ever. Are you vaccinated? I got to know, are you vaccinated? Do you want me to answer that? Well, I'm asking you because I want an answer. I'm not here to talk to myself. Okay. No, if we could go back to Damar Hamlin. Yeah, but are you vaccinated? You can make your own assumptions. What do you think happened to Damar Hamlin? Are you? Listen, I'm not going to answer that. Wait. This has been your business for the last year and a half. My vaccine status has been your business. So instead of me, I wanted to give you the because, yeah, of course. Could you just explain? Damar Hamlin owes everybody an explanation if we're going to go by your philosophy here that my bodily autonomy is all of a sudden your business, right? No, the question was, what do you believe happened to Damar Hamlin? Because I think he got the shot and he died suddenly. You believe he's dead? You ever heard of CPR? That's a thing that when somebody dies, you do to save their life. They're dead. Damar Hamlin died suddenly. What part of this are you having a hard time comprehending? Yeah, no, explain it to me as if I don't comprehend it, because I don't quite get what you're saying. He was injected with a bioweapon, just like virtually all of the other players and personnel across the NFL. And he stroked out, or clotted out, or had a heart attack. Yeah, this is happening to athletes at the peak of their physical condition. Do you know that the historical average, you wanted an answer and I'm giving you one, so please be quiet. The historical average was 5 to 10. 5 to 10, never more than 10 every year, professional athletes collapsing on the field of play. In the last fiscal year, there has been over 1,000. You explain that.